En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. En toute vérité, chaque dimanche entre 11h et midi sur Sud Radio, sécurité, économie numérique, immigration, écologie. Pendant 1 heure chaque semaine, nous débattons sans tabou des grands enjeux pour la France d'aujourd'hui et de demain. Cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir le sociologue Michel Maffezoli et l'historien Arthur Chevalier. Arthur Chevalier a été commissaire de l'exposition Napoléon au Grand Palais lors du bicentenaire. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages sur l'empereur, dont Napoléon et le bonapartisme. C'est aux éditions Que sais-je. Michel Maffezoli a travaillé notamment sur la fin du progrès et des Lumières ou sur la tribalisation de la société. Il est aussi l'auteur d'un livre qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, intitulé L'ère des soulèvements, et paru aux éditions du CERF. Pendant 1 heure, nous parlerons justement d'une France qui se rebelle et qui se soulève sur fond de réforme des retraites impopulaires et de violence de l'extrême gauche. Sommes-nous à la veille d'une révolution ? La révolte contre la réforme des retraites s'inscrit-elle dans un mouvement d'insatisfaction et de protestation plus long ? Les classes populaires sont-elles le nouveau tiers-État ? Macron le nouveau Louis XVI et Jean-Luc Mélenchon l'héritier de Robespierre ? Et si la violence, loin d'annoncer une révolution, était au contraire synonyme de décomposition ? Tout de suite, les réponses de Michel Maffezoli et Arthur Chevalier en toute vérité. En toute vérité sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Arthur Chevalier, Michel Maffezoli, bonjour. 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 Ravi de vous recevoir ce matin sur Sud Radio pour parler du vent de révolte qui traverse la France depuis quelques années et particulièrement en ce moment avec la réforme des retraites. Je voulais commencer par une question d'actualité. Je sais que vous avez une vision au long terme, mais tout de même on peut vous interroger sur l'actualité, Michel Maffezoli. À votre avis, combien de temps ça va durer cette révolte contre la réforme des retraites ? Emmanuel Macron a dit qu'il ne lâcherait pas, les syndicats ne sont pas décidés à lâcher. Est-ce que ça peut continuer encore longtemps ou finalement est-ce que le pari du pourrissement était le bon pari ? Vous m'avez qualifié de sociologue il y a un instant. Oui. Je ne suis pas un prophète. Exactement, mais, voilà. Mais bon, vous pouvez avoir un avis. Oui, un avis. Non, je n'ai pas beaucoup de convictions. Sinon, non, il y a 2 choses différentes. D'ailleurs, vous avez employé 2 mots, un qui ne me convient pas et l'autre qui me convient. Révolution, non. Révolte, oui. Voilà. Et donc, on pourra en parler de ça, c'est-à-dire comment ça, il y a une vraie différence entre la révolution ou révolte ou insurrection, on va en parler, ou soulèvement, etc. On va en parler, mais je voulais commencer juste, si vous préférez, je ne vais pas vous faire jouer les prophètes, mais comment vous analysez ce conflit social ? Pour moi, il est très, très grave. Je considère qu'il y a, et ça c'est un de mes dada théoriques, chacun a le sien. Pour moi, il y a une vraie discrépance, si je le dis en termes un peu soutenus, mais enfin un désamour, pour le dire simplement, entre le pouvoir institué et la puissance instituante, en d'autres termes, entre les élites et le peuple. Voilà. Et donc, à mon sens, ce n'est qu'un début. Et que chaque fois qu'il y a comme ça ce désaccord, dans le sens simple du terme, pour moi, chaque 3-4 siècles, quand une époque se ferme. Ah, tout de même. Et en la matière, pour moi, c'est l'époque moderne. Je rappelle, j'aime les étymologies, époque, ça veut dire parenthèse. Pour moi, la parenthèse moderne, qui a commencé avec le XVIIe siècle, s'est achevée vers la moitié du XXe. Voilà. Et entre les époques, il y a des périodes. On est dans une période de transition. Alors, voilà, moi je dis période crépusculaire. Vous voyez, quelque chose où on pressent ce qui est en train de s'achever, transmutation des valeurs, et où on ne peut que balbutier. C'est pour ça que je ne peux pas être prophète sur ce qui est en train de naître. On est dans cette période crépusculaire. Mais ce qui est certain, c'est que chaque fois qu'il y a quelque chose de cet ordre, ça dure quand même. Enfin voilà, quelques décennies, c'est pas grand-chose d'un point de vue historique. Je vous prie de m'excuser, mais enfin, d'un point de vue sociologique, il faut quand même quelques décennies pour se rendre compte que ces désaccords entre, je dis bien, contre ceux qui ont le pouvoir de dire et de faire. Pour moi, c'est ça, les élites. Alors, et comment cela se manifeste-t-il ? L'image que je donne, et puis on pourra le dire plus théoriquement tout à l'heure, mais notre époque, c'est un peu comme le lac des hautes montagnes, vous voyez, c'est étale, l'eau ne bouge pas, puisqu'il n'y a pas de grand ruissellement, et puis en dessous, ça grouille. Et de temps en temps, des grosses bulles avec des métastases qui sont très grosses et qui cessent. Voilà ce que sont les insurrections. Donc voilà, la révolte des retraites est une métastase ou une grosse bulle. Ce que dit l'historien, qui n'est pas non plus prophète, qui scrute lui aussi le passé, mais
mais de ce qui se passe en ce moment. Est-ce que c'est le symptôme de quelque chose d'assez profond, comme le dit Michel Maffezoli, ou est-ce que finalement c'est un conflit social assez banal, comme la France en connaît, j'allais dire, tous les ans presque, ou tous les 2-3 ans du moins? Oui, bah alors le problème, c'est qu'évidemment, en histoire, à ce petit jeu-là, on est obligé de raisonner empiriquement. Et donc, ça a ses limites. C'est-à-dire qu'on ne peut comparer la situation dans laquelle nous sommes qu'avec éventuellement d'autres situations en France, mais dans d'autres pays aussi, et dans d'autres moments de l'histoire aussi. Moi, donc, empiriquement, je peux avoir un avis là-dessus. Si je compare la situation avec ce qui a pu se passer effectivement en Russie à la fin du 19e siècle ou en France à la fin du 18e, pour prendre 2 exemples, intuitivement, je dirais que j'ai plus l'impression que c'est le début de quelque chose qui va durer, je suis tout à fait d'accord avec Michel Maffezoli, en fait très longtemps. Car en réalité, il est évident que l'État est déstabilisé. Alors, il y a la rupture des élites dont on parle beaucoup, mais il y a aussi le début, depuis une dizaine d'années, ou plutôt une fragmentation de l'adhésion à l'État. On va dire ça comme ça. Une révolution, c'est ça aussi. Évidemment, c'est un écart entre des élites, mais c'est aussi, à un moment donné, ou un moment où des citoyens, des administrés jugent que la chose pour laquelle ils payent l'impôt, et ben ça n'en vaut plus la peine, ils n'y croient plus. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui est assez transversal aujourd'hui dans le mouvement des retraites, mais c'est aussi la conclusion, et je pense que ça doit être interprété de cette façon, de mouvements perlés. Il s'est passé beaucoup de choses en France depuis 10 ans, malgré tout. Il y a eu les Gilets jaunes il y a 1 an et demi, il y a eu les mouvements de révolte sur la loi de travail à la fin du mandat de François Hollande, avec des façons de faire des révoltes, entre guillemets, assez nouvelles. Il y a eu une Nuit debout, il y a eu les bonnets rouges en Bretagne. Donc on assiste à une sorte de, non pas de révolution, mais en tout cas de révolte perlée, mais qui ont toutes pour point commun une colère contre l'État. Ça, c'est clair. Mais ce qui est paradoxal, est-ce qu'on demande plus ou moins d'État, ou peut-être mieux d'État, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que les Français sont quand même attachés à l'État et que souvent ils demandent plus de protection. Vous parliez du consentement à l'impôt. J'ai l'impression que ce qui leur pose problème aussi, c'est de payer beaucoup d'impôts pour des services publics, par exemple, qui semblent de plus en plus dégradés. On le voit à l'hôpital, on le voit dans l'armée, qui ne tiendrait pas une semaine si on était confronté à un conflit d'autre intensité. On le voit dans l'insécurité permanente. Je pourrais multiplier les exemples. Je partirais plutôt du début de ce que vous venez de dire, à savoir que je trouve assez frappant que ce peuple soit aussi historicisé, c'est-à-dire que vous savez que le fond de la relation entre le chef de l'État, mais fut-il un roi à l'époque des Capétiens, et le peuple, c'est un lien direct, d'accord. C'est-à-dire que le monarque, le président de la République aussi, c'est censé être un glacis protecteur contre ce qu'on pourrait appeler des corps intermédiaires. Je n'emploie pas au sens administratif du terme, mais social, d'accord. C'est-à-dire que des aristocraties de toutes les sortes. Et ce qui est frappant, c'est de voir que ce peuple, à chaque fois, se dirige en fait vers le chef. À l'époque de la Révolution française, ça a commencé par une demande du roi, d'accord. C'était ça. On allait voir le roi, non pas pour le tuer, mais pour lui demander de la protection. Là, je trouve qu'il y a un mouvement assez spectaculaire qui est qu'alors qu'on a un mode d'élection au suffrage universel direct, je ne vois pas de demande du chef de l'État. Je veux dire par là qu'il y a une sorte d'abandon qui a l'air d'être acté, ou en tout cas qui a l'air d'apparaître tel. Plus que ça, même une détestation personnelle d'Emmanuel Macron. Après qui s'exprime seulement. Qu'est-ce que vous en pensez, Michel Maffezoli? Non, Emmanuel Macron, c'est secondaire, je dirais. C'est pas vraiment le vrai problème. Le vrai problème, c'est pas non plus l'État. Je suis pas tout à fait d'accord. J'allais vous demander, donc c'est bien. C'est pas tout à fait d'accord avec, pas tout à fait, on va dire, d'accord avec vous. Pour moi, il y a, revenons sur ce que vous disiez il y a un instant, ce qu'étaient les élections. La représentation. Cette grande dame de la pensée qui a Hannah Arendt rappelle que celle qui, la première, montre comment c'est élaboré l'idéal démocratique au 19e siècle. J'ai une conception philosophique, j'ai une représentation philosophique, dit-elle. J'arrive à vous convaincre, vous me donnez votre voix, il y a une représentation politique. Voilà le mécanisme que le montre fort bien. Or, qu'est-ce qui est en train de se passer depuis quelques décennies? Que justement, il n'y a plus cette espèce de représentation philosophique, entendons là un ensemble d'idées, quelque chose qui fait que j'ai des convictions. Donc, du coup, il y a un abstentionnisme faramineux. Voilà le vrai problème actuellement. Quand on dit que pour chaque élection, on a vu les dernières, il y a 53% d'abstention. Ce qu'on ne dit pas, c'est que c'est 84% des jeunes générations, de 18 à 34 ans. Ça, c'est pas négligeable non plus. Ce qu'on ne dit pas non plus, et moi, chaque fois qu'on prend le risque de m'inviter, je le rappelle, les non-inscrits sur les listes électorales. 3 millions de Français, c'est pas rien, ça. Et moi, j'en connais des kilos de gens qui ne sont pas inscrits. Additionnons l'abstention, les non-inscrits, les votes blancs, les votes nuls. Actuellement, un président ou un député
représente entre 10, dit-on, et 12% de la population. Donc on voit bien qu'on a une forme de crise de légitimité. Voilà, c'est plutôt ça. C'est pas l'État stricto sensu. Vous voyez, c'est véritablement le fait que c'est le mécanisme. Pour moi, c'est la fin de l'idéal démocratique. Voilà. Merci Michel Maffezoli. On continue à parler de ces révoltes, de ce temps des révoltes. On verra notamment si il y a un nouveau tiers-État ou pas. On en parle toujours avec Arthur Chevalier et Michel Maffezoli après une courte pause sur Sud Radio en toute vérité. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio en toute vérité avec Arthur Chevalier, historien. Il est l'auteur de nombreux livres sur Napoléon et le bonapartisme aux éditions Que sais-je. Et avec Michel Maffezoli, sociologue, spécialiste notamment de la tribalisation de la société. Il est l'auteur, entre autres, d'un livre qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, L'ère des soulèvements, qui est paru aux éditions du CERF, puisque nous nous demandons... de quoi ces soulèvements finalement à répétition qu'on observe en France aujourd'hui sur la révolte des retraites, mais hier avec le mouvement des Gilets jaunes, sont-ils le nom Michel Maffezoli nous disait avant la pause qu'il y voyait une crise de la représentativité et qui rappelait finalement que la légitimité des élites politiques était relativement faible compte tenu du niveau d'abstention en France. Je crois que Arthur Chevalier n'était pas tout à fait d'accord. Il opinait de la tête pour ceux qui nous écoutent. Donc pour vous, il n'y a pas de crise démocratique. Emmanuel Macron n'a pas de problème de légitimité. Il n'y en a aucun. Par ailleurs, la démocratie, c'est un modèle imparfait comme le sont tous les modèles, tous les régimes. Il n'y a pas de raison que la démocratie soit une chose parfaite qui fonctionne systématiquement bien avec une adhésion totale. Jusqu'ici, on ne vivait pas dans ce fantasme-là non plus. Donc pour l'instant, la démocratie... à des personnes qui sont en marge, mais enfin, rien de très différent. D'ailleurs, y compris la Grèce classique aussi a connu ce problème-là. Je veux dire, c'est pas un régime qui va comme l'eau. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc pour moi, Emmanuel Macron n'a aucun problème de légitimité, c'est évident, surtout dans la mesure où, a priori, nos institutions fonctionnent d'après les choses que nous avons souhaitées. C'est une constitution qui a été votée. Enfin bon, si on sort de la rationalité de ce point de vue-là, on entre dans un jeu, à mon avis, très dangereux et qui, pour moi, sort du domaine de l'intelligence, de l'histoire ou même de la politique, quoi. Oui, Arthur Chevalier, il y a quand même dans notre Constitution, puisque vous parlez de notre Constitution, le référendum, par exemple, est mis sur le même plan que la démocratie représentative. C'est dans l'article 2. La souveraineté du peuple s'exerce par la voix de ses représentants ou par référendum. On constate que depuis le référendum de 2005, il n'y a plus beaucoup de référendums et que c'est justement l'une des demandes qui ressurgit à chacun de ces mouvements. Au moment des Gilets jaunes, il y avait la demande d'un référendum d'initiative populaire. Là, c'est le cas aussi sur les retraites. Donc, certes, les institutions fonctionnent, mais est-ce qu'il n'y a pas un décalage justement entre les institutions et la souveraineté populaire ? Je ne sais pas ce que c'est que la souveraineté populaire et j'insiste sur ce point. Non, mais c'est très vrai. C'est-à-dire que je sais ce que c'est que des individus qui composent un peuple qui peuvent souffrir et qui peuvent être en colère et qui peut avoir parfois de bonnes raisons d'être en colère. Mais la souveraineté populaire comme entité qui viendrait concurrencer la souveraineté politique, moi je la comprends pas. Et d'ailleurs c'est assez intéressant sur le référendum parce que par ailleurs je suis d'accord avec vous d'une certaine façon. C'est-à-dire que après la Seconde Guerre mondiale, vous savez qu'on a interdit en Allemagne les référendums. Ça dit quelque chose aussi du croisement entre la montée des populismes et le demande de démocratie directe. Je pense qu'effectivement, il est évident que des régimes politiques ont peur d'une démocratie qui fonctionnerait effectivement par voie référendaire, parce que parfois ça entrerait en contradiction avec ce qu'eux veulent faire. Ça c'est clair, ça me paraît net. Mais c'est juste le principe. Vous me demandiez ce qu'était la souveraineté populaire, c'est la majorité civique, il me semble, c'est la majorité du peuple. Qu'est-ce que vous en pensez, Michel Maffezoli ? Est-ce qu'il y a un problème de souveraineté du peuple dans nos démocraties ? Oui, bien sûr. Puis-je vous citer saint Thomas d'Aquin, qui a dans sa somme théologique « Omnis autoritas a populo ». Toute l'autorité vient du peuple. Et dans la suite de cette formule, il dit quand justement il n'y a plus accord entre cette autorité du peuple et le pouvoir établi, eh bien il y a des insurrections possibles. C'est amusant, c'est dans la somme théologique. Là. Pour moi, c'est ce qui est en jeu. Non, mais vous voyez, j'ai peur toujours des historiens, ils sont embêtants, ils ont comme ça, ils ont raison et tout. Moi qui suis pas historien, j'observe que c'est quand on regarde sur 2000 ans de temps, notre histoire humaine, pas plus, je vais parler pas plus, eh bien il y a régulièrement quelque chose qui tombe, la décadence. Et ce qui est en jeu actuellement, c'est la décadence en effet de la modernité, dont la démocratie est la forme achevée, c'est tout. Et chaque fois qu'il y a une décadence, il y a une renaissance. Pour moi, c'est un nouveau Moyen-Âge qui
est en gestation actuellement, vous voyez. Et là, ce n'est plus véritablement la démocratie qui va triompher, c'est le Saint-Empire romain germanique, hein, c'est-à-dire dans le fond... Par ailleurs, là-dessus, je suis assez d'accord. Par ailleurs, sur un nouveau Moyen-Âge qui arrive, ça, je suis assez d'accord avec ça. Ça, c'est vrai. Moi, j'aime bien rendre à César ce qui lui revient. Hein, c'est Nicolas Bedaïev, c'est ce philosophe. Sans croire à la décadence, je suis assez d'accord avec ça. Moi qui voulais parler du 18e siècle, vous me parlez du Moyen-Âge. Je vais quand même essayer de tenir un peu la ligne de l'émission, parce qu'il y a quand même des points communs avec la Révolution française. On voit bien qu'il y a une révolte des classes populaires. Est-ce que finalement, il n'y a pas un nouveau tiers-État qui est en train de se constituer? Non, mais disons que c'est la fin des Lumières qui sont devenues clignotantes. La Révolution française, c'est la suite de la philosophie des Lumières. Hein, et de mon point de vue, ces Lumières sont, j'ai dit clignotantes, à mon avis, elles sont même éteintes. Ça, c'est autre chose. Voilà. Et je suis content que l'intelligentsia qui encore reste sur les Lumières, gauche et droite confondues, sont totalement déphasées. Hein, voilà, c'est tout, quoi. Et pas que les historiens, hein, les sociologues, n'en parlons pas, les philosophes, c'est évident. Non, acceptons cette idée que la fin d'un monde n'est pas la fin du monde. Et que j'ai dit chaque 3-4 siècles, il y a des époques qui s'achèvent. On a du mal à penser à cela en France, parce que c'est là que s'est élaboré véritablement la modernité. Hein, j'ai dit Descartes, les Lumières, les grands systèmes sociaux du 19e. Et donc, du coup, dès qu'on parle de post-modernité, pour moi, c'est retour à ce qui était déjà que notre progressisme bené a cru dépasser. C'est pour ça que je considère qu'il y a là un retour au Saint-Empire romain germanique. Alors, Arthur Chevalier, fin du progressisme benet ou répétition de l'histoire? Je reviens à ce que vous disiez sur l'éventuelle création d'un nouveau tiers-État, même si c'est un jeu de comparaison, à mon avis, qui a ses limites. Mais il n'empêche qu'il y a une chose qui est littéralement absente du moment de révolte, disons, que nous connaissons aujourd'hui, c'est l'homogénéité des revendications. C'est-à-dire qu'il y a un mécontentement général, mais très fragmenté. Et moi, j'aimerais prendre pour exemple un très bon livre de Léon Trotsky, qui s'appelle Ma vie, qui sont ses mémoires en réalité. C'est un livre très très intéressant parce que Trotsky décrit sa jeunesse aussi, donc c'est-à-dire la fin du tsarisme, hein, d'accord? Alors, on va dire jusqu'à 1905, qui est la dernière tentative de réforme du tsarisme avec la création de la Douma. Bon, voilà. Mais on va dire ces derniers 15 ans, hein, voilà, années 1890, voilà. Et ce qui est marrant, c'est que Trotsky a connu des déportations et des emprisonnements, y compris sous le régime tsariste. Hein. Et ce qui est drôle, c'est que quand il décrit ces emprisonnements et ces déportations, il explique que tous les fonctionnaires de police qui l'entourent sont très sympas avec lui. C'est-à-dire qu'ils font tout pour améliorer ses conditions de détention, que dès qu'ils le peuvent, ils lui apportent des moyens de communiquer avec l'extérieur. Enfin, il le dit lui-même, c'est plutôt des conditions d'incarcération décontractées. Et pourquoi il en apporte l'analyse? Parce qu'il dit simplement, parce que même s'il y avait encore un tsar, plus personne, y compris les forces de police ou les gardiens de prison, ce qu'on appellerait aujourd'hui, ne croyait au régime politique. D'accord? Donc en fait, il y avait une homogénéité du mécontentement, et avant que la tête tombe, le corps était déjà mort, en réalité. Mais assez lointain, avant 1917, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça nous permet de nous remettre dans une perspective temporelle complètement différente. Quant à la fin du XVIIIe siècle en France, avant la Révolution française, l'homogénéité existait aussi. Réellement. Il y avait une forme d'homogénéité par rapport à une injustice réelle vis-à-vis de la fiscalité. C'est très clair, quoi. Là, aujourd'hui, je ne suis pas certain que l'homogénéité existe pour l'instant, puisqu'il y a une fragmentation des revendications qui s'exprime de façon assez colérique d'un côté comme de l'autre, c'est évident. Je dis colérique sans second degré, hein, voilà. Mais pour moi, on est dans un moment fragmenté où il n'y a pas d'accord ni sur la solution, ni sur le problème. Tout en sachant qu'il y a un problème et qu'il faudrait trouver une solution. Alors, je vous suis. Hein. Si je vous suis, je dirais qu'il y a quand même un point commun avec la Révolution française, c'est la crise de régime. Vous parliez d'un tsar qui était un peu un canard sans tête, d'une certaine manière. On a un peu l'impression que le régime qu'on pourrait appeler technocratique, qui domine depuis une quarantaine d'années, est en place, mais ne fait plus rêver personne, ne suscite plus d'espérance. Ça, c'est le premier point commun. Le deuxième, ou peut-être, vous me direz si vous êtes d'accord, le deuxième, pour vous apporter peut-être une contradiction, vous expliquez qu'il y avait une forme d'homogénéisation pendant la Révolution, certes, c'est vrai, mais il y a aussi une forme de fragmentation, justement, entre trois ordres, le tiers-État, le clergé et la noblesse. Alors, sans vouloir, si on fait le jeu des comparaisons, on pourrait dire qu'il y a aujourd'hui, certains l'expliquent, hein, comme Jérôme Sainte-Marie, un bloc populaire, un bloc élitaire qui pourrait être l'équivalent de bloc technocratique, bloc souvent soutenu par les retraités d'ailleurs, qui pourrait être l'équivalent de ce qu'était la noblesse à l'époque, et puis peut-être un troisième bloc qui serait plus radical, plus gauchiste, incarné par
par Mélenchon, voire un clergé médiatique, si je pose la comparaison jusqu'au bout. Alors, est-ce qu'on s'amuse ou est-ce que ça fait sens comme Non, en fait, il y a une grande différence qui est que à cette époque-là, il y a une élite financière qui, depuis 1750, en gros depuis après la guerre de succession d'Espagne, c'est-à-dire vraiment le tout début du XVIIIe siècle, commence à prendre un pouvoir croissant en France parce que simplement c'est la seule qui a de l'argent. Donc c'est pas un pouvoir aristocratique, c'est de la haute bourgeoisie financière. Par exemple, Laborde, qui était le grand banquier de Louis XV. Ces gens-là ont pris une importance considérable dans l'État parce que c'est eux, en fait, qui avaient les moyens de régler le problème de la dette. C'est une situation qui est tout à fait comparable à celle que nous connaissons. Et à un moment donné, à la fin du XVIIIe, ces gens en ont eu marre, au fond, de se contenter de petits titres qu'on leur donnait, d'accord, et d'avoir un tabouret à la cour, qu'ils n'avaient pas d'ailleurs, et se sont dit, pourquoi ne pas prendre vraiment la chose? Il y a eu une alliance conjoncturelle avec un grand mécontentement populaire, effectivement, qui lui, en revanche, était nettement populaire, c'est-à-dire des problèmes de famine dans les années 1780, des problèmes d'argent pur, des gens qui réellement mouraient de faim. Donc il y avait effectivement pas une homogénéité parfaite, mais il y a eu la rencontre de deux intérêts différents avec une seule solution, quoi. Après, on pourrait avoir un long débat sur qui vraiment a fait la Révolution française, qui a décidé de déposer le roi. Ça, c'est des débats d'historiens et de société. Mais donc, je pense que pour l'instant, l'élite qui est en place, d'accord, en tant que telle, il n'y a pas de grande disproportion entre l'endroit du pouvoir réel, qui est celui de l'argent, et l'endroit du pouvoir symbolique, qui est celui du pouvoir politique. Vous voyez ? C'est-à-dire que je ne vois pas de chaîne concurrente à ça, d'accord, et qu'il y aurait quelque chose à faire valoir. Et par ailleurs, pour qu'une révolte populaire aboutisse, il faut des leaders et des relais politiques. Pour l'instant, je ne les vois pas. Oui, justement, Michel Maffezoli, même si vous raisonnez à l'échelle de 4000 ans, si on compare à la Révolution... 2000 ans. Michel Maffezoli est un géant. Si on compare à la Révolution française, ce que dit Arthur Chevalier, c'est que la Révolution française a été en partie une révolution bourgeoise, donc menée par une élite de substitution en réalité. Ce qu'on voit là, c'est des révoltes populaires qui sont une condition nécessaire pour une révolution, mais pas d'élite de substitution prête à prendre le pouvoir. C'est là le vrai problème. D'ailleurs, avant de répondre, quand on passe à Trotsky et à la bienveillance du pouvoir, il faut penser à Tomsky, qui a condamné. Oui, bien sûr. Il faut penser aussi à Vinshinsky. Et moi, chaque fois que je vais à Mexico, je vais m'incliner sur la tombe de Trotsky dans sa maison avec beaucoup d'émotion. Je suis pas Trotsky, c'est pas du tout. Non, mais personne ne l'est ici, c'est pas la question. Mais il n'empêche qu'il a écrit des choses intéressantes. Voilà, non, c'est pas la question. Non, je rappelle que la bienveillance du pouvoir vis-à-vis de lui était relative. Michel Maffezoli, c'est l'heure de la pause. Je vous propose de répondre à ma question après la pause, du coup, après cet aparté sur Trotsky. On se retrouve toujours avec Michel Maffezoli et Arthur Chevalier, toujours pour parler de révolte et de révolution sur Sud Radio, en toute vérité, dans quelques minutes. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio, en toute vérité, avec l'historien Arthur Chevalier et le sociologue Michel Maffezoli. Nous parlons des soulèvements en France, à répétition, les gilets jaunes, la réforme des retraites. Est-ce que c'est le signe d'une nouvelle révolution ou plutôt d'une décomposition? Avant la pause, je posais une question à Michel Maffezoli. Il n'a pas eu le temps de répondre puisqu'il voulait nous parler d'une autre révolution et de Trotsky. Mais la question était, finalement, il y a des points communs avec 1789, sauf qu'en 1789, il y avait des révoltes populaires, mais aussi une élite de substitution. Est-ce qu'il y en a une aujourd'hui, Michel Maffezoli? Je ne le pense pas, mais arrêtez de m'insulter quand vous me présentez en tant que sociologue. Vous n'aimez pas cette qualification-là? Je suis à la retraite de toute façon. Alors comment je vous présente? Et ma grand-mère disait à juste titre... Sur 2000 ans au moins. Il n'y a que les cornichons qu'on met dans des bocaux. Donc je ne suis pas un cornichon, vous êtes mes chers collègues. Alors, un penseur iconoclaste. Non, pas un penseur, j'essaie de renifler. Universitaire, voilà, c'est tout, quoi. Je suis professeur émérite, comme l'on dit, une manière chic de dire retraité. Voilà. Donc professeur émérite, y a-t-il une élite de substitution? Vous m'avez dit sociologue, je vais vous répondre avec un sociologue qui est Auguste Comte, une espèce de fou génial que j'aime beaucoup, mais qui est mon compatriote de surcroît, et définissant justement le 19e, qui est la suite de la Révolution française, il disait, là encore, excusez-moi en latin, reductio ad unum. C'était l'homogénéisation. Et de fait, la Révolution de 89, c'est la Révolution bourgeoise, on a pu le dire à juste titre, etc. Il y avait une élite, en la matière, les bourgeois qui ont pris le roi, qui se sont servis un peu du prolétariat, qui ne s'appelait pas prolétariat à l'époque, mais enfin, pour arriver eux-mêmes au pouvoir. Donc cette homogénéisation est la marque essentielle de la modernité. Ça aboutit à ce qui est au 19e siècle, la République une et indivisible. Voilà. Et pour moi, c'est fini, ça. Voilà, on retrouve la res publica.
la chose publique, qui va être une mosaïque, une coincidentia oppositorum, de fait des petites tribus, des communautés, appelons-le comme, qui vont tant bien que mal, et c'est ce qui est en jeu actuellement, s'ajuster les unes par rapport aux autres. C'est pour ça que je parlais le nouveau Moyen-Âge. Alors, concernant la République une et indivisible, pour les gens de ma date, oui, on a appris ça, le léninisme, c'est-à-dire, dans le fond, il y a l'avant-gardisme. Le peuple est bête, les révolutionnaires vont leur donner sa conscience pour arriver à ce qui sera la société parfaite, les lendemains qui chantent, c'est ça. Voilà, c'est ça la révolution. Sur cette base-là, je dis bien de cet avant-gardisme, élite, je ne sais plus quel terme vous avez employé, etc. Pour moi, ça n'existe plus maintenant, cette espèce de conception avant-gardiste. Qui était encore une fois là, le parti qui donne la conscience au peuple. Et c'est ce que j'appelle, moi, alors coïncidence des choses opposées, communauté, une res publica où s'affirment de plus en plus les particularités, les spécificités, quelles qu'elles soient, d'ailleurs, de ce point de vue. Alors, il y a des prétextes. Alors, le prétexte de la retraite en est les gilets jaunes, c'était l'essence, je crois, ou un truc comme ça. Les bonnets rouges, j'ai oublié ce que c'était comme prétexte. Les portiques sur les autoroutes. Voilà. Mais donc, il va y avoir des quantités de prétextes, et c'est ça que j'appelle, moi, soulèvement. Vous voyez, non, je me fais bien comprendre. Oui, très bien. C'est pas trop idiot ce que je dis, mais vous voyez, non pas cette conception homogène, mais c'est l'hétérogénéisation qui va prévaloir. Et ça, on ne sait pas le penser. Et ça, on a peur. Et ça, c'est la postmodernité. Alors, je ne sais pas si j'ai peur ou pas. Alors, pardon, Arthur Chevalier. Non, mais ça paraît. Alors, je parle pas en historien ni en prophète, mais en observateur, mais là-dessus, c'est très vrai. Il y a une chose qui est assez peu commentée et qui s'apparente évidemment d'une façon ou d'une autre avec ces révoltes. C'est, on peut appeler ça la crise des territoires, la territorialisation. Je veux dire par là qu'on voit, par exemple parmi d'autres, des maires qui défient ouvertement le pouvoir central maintenant. Le maire de Grenoble, par exemple, qui prend des arrêtés alors que le ministre de l'Intérieur lui dit « Ne faites pas ça, car sinon, nous ne serons pas d'accord. Traduction, le Conseil d'État, de toute façon, te cassera ça parce qu'on ne l'acceptera pas. » Et qui va au bout, tout en sachant que ça ne pourra pas être exécuté. Ça veut donc dire qu'auprès de ses administrés, c'est un homme politique, il fait de la politique, donc il fait des choses qui lui rapportent des voix. C'est-à-dire qu'auprès de ses administrés, il sait que ce sera valorisé. C'est quand même une chose tout à fait nouvelle. Mais il n'y a pas d'ailleurs que le maire de Grenoble. Je veux dire, regardez ce qui se passe dans l'Ouest avec, par exemple, la question des statues devant les églises qui sont retirées au nom de la laïcité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il commence à y avoir, mais d'ailleurs, je pense que même les élus locaux ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire spécialement. Ils le font malgré eux. Ils répondent à une actualité, à un quotidien. Mais la crise des territoires, c'est le début, effectivement, sans doute, de quelque chose qui serait une sorte de féodalisation de la France. Voilà. Mais ça répond, je suis assez d'accord avec vous, c'est purement intuitif, à un morcellement avec des intérêts particuliers. Et au fond, la crise entre périphérie et centre, c'est ça aussi. Puis-je dire le fondement philosophique de ce que vous venez d'indiquer? Allez-y. Ce que fut la modernité, c'était l'histoire. Là-bas, le temps. Ce qui va être de plus en plus important, c'est l'espace. Et le territoire en est une expression, le localisme. C'est amusant de voir comment actuellement ce terme revient de plus en plus. Territoire, par les politiques qui ne connaissent rien au territoire. Il n'en reste pas moins que moi j'ai proposé cette idée, le lieu fait lien. Vous voyez le glissement de l'histoire qui a été la grande marque, si je reprends les deux catégories anciennes, l'histoire et le temps et l'espace, le temps et l'espace. Bien voilà, et c'est ce qui est en jeu. Le localisme, c'est le territoire, le terroir. Et regardez ces mots qui étaient des mots infamants, le territoire. Ça fleurait, ça sentait un peu morasse ou des trucs comme ça. Barès, morasse, etc. Vous voyez. Et c'est amusant de voir comment ces politiques actuelles utilisent ce mot territoire. Ils ne comprennent rien au territoire, ça c'est autre chose. Mais enfin, il n'en reste pas moins que même le terroir. Qu'est-ce que c'est le terroir? Barès ou Maurras aurait dit peut-être terroir. Territoire, je trouve ça moche entre nous, c'est vraiment... Non, mais moi, c'est pas du politique qui utilise ça. Je sais pas ce qu'est un territoire, mais... Moi, dans mon village, quand on dit loup pays, en patois, le pays, c'est le canton, c'est les 4 villages qui sont là autour. Un point, c'est tout. Voilà. Il y a là, dans la sagesse populaire, quelque chose qui est enraciné. J'ai appelé cela, moi, enracinement dynamique. La plante humaine, tout d'un coup, se souvient que, comme toute plante, elle a besoin de racines pour croître. C'est ce qui est en jeu actuellement. Vous voyez, c'est cette espèce de local. Alors, soyons clairs, ce que je dis, comme tout ce qu'on dit quand on réfléchit un peu, c'est pour le meilleur et pour le pire. Bien évidemment. On a trop tendance à voir le pire. Moi, je pense qu'il faut voir le meilleur dans cette espèce d'enracinement. Alors, on va aller jusqu'au bout de cette idée de décomposition et de féodalisation, parce que je crois que vous touchez assez juste, mais on va se garder ça pour la troisième partie et je vais vous apporter quand même, essayer de vous apporter un peu de contradiction. Est-ce que finalement, l'élite de substitution, c'est pas tout simplement les
mouvements dits populistes qui fleurissent un peu partout dans le monde. Et d'ailleurs, on les disqualifie en disant vous êtes populistes, mais est-ce qu'ils ne sont pas là tout simplement pour remplacer les partis technocratiques de gouvernement qu'on a connus? Bien sûr. Vous voyez, dès qu'on parle du peuple, on dit populisme. Hein, encore une fois, le peuple plus du cul. En gros, ça veut dire ça, tout simplement. Vous voyez, non, le peuple, c'est le peuple. Hein, quand j'ai dit tout à l'heure saint Thomas d'Aquin, et du coup, ce peuple n'a plus besoin d'avant-gardistes. Il y a, dans les années 30, je vous rends attentif, il n'y a qu'un livre de lui traduit ici, c'est Roberto Michels. C'est un Italien un peu matiné d'allemand, etc., qui a écrit une œuvre pas négligeable, et il a fait la critique à l'époque de la forme partie. Dans le sens allemand du terme, la forme est formante. Et il montrait que c'est ça la conséquence logique de ce que j'appelais l'avant-gardisme. Vous voyez, eh bien voilà, il se trouve que cette forme partie a fait son temps. Et qu'actuellement, il y a quelque chose d'autre qui est en gestation, beaucoup plus difficile à saisir, je le reconnais, moi. Cette hétérogénéisation ne supporte pas que, si vous voulez, on qualifie le peuple de populisme. Je l'ai dit tout à l'heure, toute l'autorité vient de là. Moi, la seule idée qui restera de toute mon œuvre, si tant est qu'elle existe, c'est le rapport entre le pouvoir et la puissance. Le pouvoir est institué, la puissance est instituante. Et il est des moments, alors quand ça marche entre les deux, c'est la démocratie, ça marche bien, il y a un accord, etc. Et puis quand ça ne marche pas, ce qui est de mon point de vue le cas actuellement, voilà, et bien donc il y a des manifestations de cette puissance, mais qui, soyons clairs, manifestations très diverses. Et qui ne reconnaissent pas dans la forme partie, qui ne se reconnaissent pas, encore une fois, dans ceux qui apportent la conscience de haut, d'une manière paranoïaque, au peuple qui, lui, est assez débile. Voilà, fondamentalement. Entre guillemets, dans votre bouche, on comprend que vous vous mettez à la place des élites. Arthur Chevalier, est-ce que finalement les populistes sont, ou Mélenchon par exemple, ils rêvent d'être l'héritier de Robespierre, ils s'identifient à Robespierre? La comparaison vous paraît juste, ou est-ce que c'est du folklore aujourd'hui? Je pense que quand on connaît la personnalité de Robespierre et moi je ne connais pas Jean-Luc Mélenchon, donc je mets une réserve, mais quand on voit la personnalité de Jean-Luc Mélenchon, rien ne les oppose plus. Non mais c'est vrai, c'est des personnalités qui sont complètement différentes. Les deux sont des intellectuels et des idéologues, c'est vrai. Mais enfin, Robespierre n'était pas le torrent qu'est Jean-Luc Mélenchon. Robespierre était quelqu'un qui avait une petite voix, qui était incapable de prononcer un discours sans suivre une ligne à ligne, quelque chose de préécrit à l'avance. Robespierre aimait la violence pour les autres, mais pas du tout pour lui-même. C'était un mouchoir, Robespierre. Un mouchoir très déterminé et très raide, mais c'était pas la vague Mélenchon, quoi. Donc pour moi, c'est pas vraiment la même chose. Et je pense que Jean-Luc Mélenchon n'est pas calqué sur un modèle robespierriste, pardon, même s'il n'arrête pas de le dire, parce que lui-même s'est laissé un petit peu emporter par une stratégie qui au début avait l'air d'être assez intéressante, que était celle de sa révolution citoyenne, même si en gros, moi, la révolution citoyenne, au bout du bout, j'ai cru comprendre que ça voulait dire mettez des bulletins dans une urne. Bon, a priori, moi, j'avais appris le truc à l'école, quoi. Je pense que Jean-Luc Mélenchon, en tout cas de ce que je vois, est quelqu'un qui pense que notre régime politique est profondément injuste. Je ne dis pas que je suis d'accord avec lui, je pense que c'est une question profonde. Et que pour remédier à cette injustice, il n'y a pas de moyens qui ne doivent s'interdire. Voilà, ça c'est ce que je pense. Je veux dire par là qu'il est effectivement, idéologiquement parlant, simplement, l'héritier d'une tradition en France qu'on connaît très bien, qui est lambertiste, trotskiste, c'est-à-dire que face à un régime injuste, la démocratie n'est pas la solution à tout parce qu'elle n'est pas par nature juste, d'accord ? Donc, je mettrais Mélenchon de côté. Et quant à la solution dont vous parlez, qui serait les régimes populistes qui remplaceraient les régimes en place... J'ai pas dit que c'était une solution. Non, pas la solution, je veux dire. Mais j'ai dit qu'on pouvait observer je trouve qu'ils concurrençaient désormais les anciens partis. Avec beaucoup d'imperfections, en réalité, on se rend compte qu'une fois qu'ils y sont, ça tient pas très longtemps parce que ça se transforme dans un amateurisme et des outrances, et aussi parfois une forme de vulgarité qui en vient même, à mon avis, à éloigner, y compris leur électorat, quoi, qui fait qu'en fait, ça tient pas vraiment, quoi. C'est-à-dire que il y a peut-être des... Oui, mettons Boris Johnson. Un exemple assez intéressant, Boris Johnson avait un petit côté populiste pour la forme, mais enfin, Boris Johnson, il a étudié à Eton, il vient d'une vieille famille anglaise, et puis une fois qu'il s'est retrouvé au pouvoir, bon, il a accompli un Brexit qui d'ailleurs a été déjà voté. Mais enfin, finalement, est-ce que Boris Johnson a gouverné de façon excessivement différente que le Parti conservateur britannique depuis les années Thatcher? Pas énormément non plus, quoi. Il a une apparence, un folklore, un style qui est différent. Mais au fond,
moi je vois pas de grand décalage. Même, vous voyez, bon, Giorgia Meloni, qui est effectivement une néofasciste, je pense qu'elle l'est en elle-même. Depuis qu'elle est au pouvoir, elle fait semblant à minima. Elle dit que finalement elle n'aime plus Poutine, qu'elle est prête à discuter avec l'Union européenne, parce qu'elle sait parfaitement que de toute façon, sans l'Union européenne, son pays sombrerait dans une crise économique telle qu'elle-même n'y arriverait pas. Donc en fait, je suis pas sûr que ces partis populistes eux-mêmes sachent exactement qui ils sont. J'ai bien vu que c'était des gens qui voulaient le pouvoir, qui étaient prêts à flatter les pires instincts pour ça, c'est évident. Dans certains cas, ils réussissent, mais soit ils renoncent à tout, soit ils sont virés assez vite en fin de compte. Donc pour moi, ce sont des truglions qui arrivent un peu au bout de leur exercice. Eh bien, merci Arthur Chevalier. On continue à parler des soulèvements après la pub sur Sud Radio. On se demandera si on n'est pas en face en réalité d'une décomposition, ce qui semble d'ailleurs être votre thèse à tous les deux. Vous vous rejoignez au moins sur ce point, Arthur Chevalier et Michel Maffezoli. On se retrouve après quelques minutes. À tout de suite sur Sud Radio en toute vérité. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio en toute vérité avec l'historien Arthur Chevalier et le professeur émérite Michel Maffezoli. Je dis ça parce qu'il n'aime pas qu'on l'appelle sociologue. Donc professeur Maffezoli qui nous parle aujourd'hui des soulèvements et des révoltes de la France. On a essayé d'explorer les points communs entre notre époque et celle de la Révolution française. Mais mes deux invités considèrent qu'on est plutôt dans une époque un peu inédite de décomposition finalement plutôt que de récomposition. Est-ce que je me trompe Michel Maffezoli, vous qui avez travaillé sur la tribalisation, est-ce que plutôt que d'une recomposition, on est dans une tribalisation? Non, moi, si vous voulez, l'obsession théorique qui est la mienne, décadence, renaissance. La première phrase qui fut écrite sur la pierre dans notre tradition culturelle, Anaximandre de Milet, Genesis kai Phtora, Phtora kai Genesis en grec. Genèse et déclin, déclin et genèse, c'est tout. Et en effet, il y a une décomposition, c'est évident. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une reconstruction. C'est tout, c'est mon hypothèse. En la matière, oui, je pense que alors, je vais vous faire plaisir. J'ai dit non, c'est pas révolution, mais maintenant je vais dire oui à une révolution en jeu, un peu toujours dans les trucs un peu embêtants, mais dans le sens étymologique du terme, revolvere. C'est-à-dire qu'on voit revenir quelque chose que l'on avait cru dépasser dans notre progressisme, que j'ai dit bené, mais qui fut destructeur aussi. Voilà. Et donc il y a quelque chose, c'est la tradition qui revient. Et de mon point de vue, c'est plus la démocratie, alors c'est peut-être la royauté. C'est-à-dire, quand on définissait la monarchie, on disait c'est l'anarchie plus un. C'est-à-dire une union en pointillé, je dirais. Les fédérations existaient, les régions existaient. Vous voyez, des choses de cet ordre, des corporations existaient. Alors, qui pourrait être le roi alors, non, j'en sais rien. Dictature ou royauté. Emmanuel Macron, on l'a comparé peut-être à Louis XVI, mais... Non. Moi, j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il y a une autre manière de structurer l'être ensemble. Voilà. Et qu'on est resté sur cette obsession de la démocratie représentative, et qu'il est peut-être quelque chose d'autre qui est en jeu actuellement. J'ai bien dit les formes traditionnelles. Je suis Tradar, c'est ce qui a été donné, on le transporte. Et en la matière, pour moi, quand je dis idéal communautaire, c'est ça qui est en jeu. C'est-à-dire, comment peut-on penser une république res publica? Je suis un peu républicain sur les bords, ne vous en déplaise. Donc quand j'entends idéal communautaire, j'entends aussi parfois communautarisme. Et j'entends ce que vous dites sur la tribalisation, l'archipélisation de la société. Excusez-moi, quand on dit peuple, on dit maintenant populisme. Quand on dit communauté, on dit communautarisme. Voilà, donc, vous avez entendu l'ironie dans ma voix, mais c'est vrai que moi je pense qu'il y a des phénomènes communautaristes et pas seulement communautaires, mais je suis peut-être un peu républicain. Mais ma question était la suivante. Vous compariez notre ère finalement, ou l'ère qui s'avance devant nous, à celle du Moyen-Âge, à la féodalisation. Est-ce qu'il n'y a pas un élément nouveau tout de même, c'est l'immigration de masse? Est-ce que l'immigration de masse, dans ce contexte de tribalisation, joue dans l'accélération du processus de tribalisation? Est-ce que ça mène pas à quelque chose d'inédit et d'encore plus conflictuel que la féodalisation? Parce que le Moyen-Âge était aussi une période de conflit. Inédit, pour moi, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Voilà, c'est tout, quoi. Donc, ça prend des formes diverses, mais dans le fond, ce que l'on est en train de vivre, c'est kiff-kiff bourricot. Enfin, je veux dire, on l'a
retrouver également à la fin de l'Empire romain, le début du Moyen-Âge, etc. C'est-à-dire des barbares qui arrivent. C'est tout. Alors, il y a des barbares, oui. Moi, j'en ai un peu peur, moi qui suis un petit bourgeois classique. Donc, à bien des égards, tout ce que je dis est le contraire de ce que je vis, je tiens à préciser. Hein. Donc, je suis un vrai rationaliste, je suis producteur, j'ai 4 filles, 8 petits-enfants, donc je suis dans l'ordre des choses. Voilà. Et il n'en reste pas moins que je suis obligé de constater qu'il y a des tribus. Et comment on va s'accorder avec cela? C'est tout le vrai problème actuellement. C'est ça que j'appelle cette coïncidence des choses opposées. Non pas l'homogénéité, qui a été la grande marque et belle marque moderne. Moi, je n'ai pas envie de cracher dans la soupe. Mais il se trouve qu'il y a de l'hétérogénéité dans l'air. Mais encore une fois, vous voyez, le mot communautarisme traduit le fait qu'il n'y a pas possibilité de s'ajuster les uns par rapport aux autres. Et c'est l'apprentissage. Qui dit apprentissage, dit épreuve. Nous sommes dans un moment d'épreuve, de crainte et de tremblement, mais il ne faut pas à partir de là constater que quelque chose ne pourra pas se construire à partir de la diversité. Alors, Arthur Chevalier, vous pensez que cette tribalisation va être une tribalisation heureuse, comme Michel Maffezolé ? Je sais pas, mais en revanche, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on a souvent tendance, en histoire, à la fois en tant qu'être humain qui la vit, en tant que historien qui la commente, intellectuel, penseur, ou juste être humain pensant, à sous-estimer l'anthropologie. Je veux dire par là qu'il y a des mouvements anthropologiques qui dépassent ce qu'essaye de faire la politique à l'être humain. Je veux dire par là qu'à mon avis, la vraie révolution qu'on est en train de connaître aujourd'hui, et ça c'est réel, appelez ça révolte, moment de tension, tout ce qu'on veut, et une vraie contradiction, une tension entre un mouvement anthropologique qui est effectivement vers la fragmentation, la communautarisation, enfin appelons ça comme on veut, on vient d'essayer de le qualifier, et un pouvoir qui ne veut pas de ça. C'est-à-dire que, en gros, si on prend le cas de la France particulièrement, est-ce que c'est sûr qu'il veut pas de ça? Emmanuel Macron a été très sensible au multiculturalisme. Oui, mais on parle tout le temps du multiculturalisme, mais ça c'est ridicule par rapport à ce qui se passe entre guillemets entre la France et ses périphéries. Je veux dire, ça c'est un vrai mouvement très profond, une vraie opposition. Et quand je parle de centre et de périphérie, je l'emploie au sens peut-être de Christophe Guilluy d'ailleurs, c'est-à-dire des centres avec des périphéries. Une métropole est un centre en soi, d'accord, oui. Et d'ailleurs, on voit très bien qu'électoralement, la fracture est nette, et pas qu'en France d'ailleurs. Hein. Elle est en Pologne, elle est dans les pays de l'Est, elle est en Angleterre, mais c'est plus ancien, ça a toujours été un peu le cas, mais enfin bon, voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un mouvement anthropologique qui me semble être de plus en plus dissident, d'accord, du cours politique des choses et du régime politique dans lequel nous vivons. Alors, je sais pas, est-ce que le rôle du politique, c'est d'accompagner son anthropologie, ou est-ce qu'au contraire, c'est de la contenir? Ouais, c'est une vraie question. Est-ce que l'avenir, c'est un pouvoir unifié autour d'une figure encore plus seule et plus autoritaire que n'est le président de la République aujourd'hui, ou au contraire, est-ce que c'est une représentation beaucoup plus parlementarisée? Arthur Chevalier, c'est une vraie question. Vous avez travaillé énormément sur Bonaparte. On rappelle que vous avez été commissaire de l'exposition Napoléon au Grand Palais durant le bicentenaire. J'ai parlé de Révolution française. Après la Révolution, il y a effectivement Napoléon. Est-ce que les Français cherchent un nouveau Napoléon ou du moins un nouveau Bonaparte? C'est Napoléon qui a trouvé les Français plus les Français qui le cherchaient. Mais ce qui est vrai, l'idée est intéressante parce que Napoléon qui a permis à la Révolution de se cristalliser dans quelque chose, pas tout ce qu'elle a été, mais ça a pris une forme déterminée. Ce qui est vrai, c'est que Napoléon a cristallisé la victoire en fait du jacobinisme que lui n'aimait pas beaucoup, mais enfin la victoire d'un État centralisé. Mais pourquoi est-ce que ça a fonctionné? Et j'insiste sur ce point par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, et ça boucle avec ce que vous disiez en début d'émission. C'est parce que l'administration faisait des prouesses. Je veux dire par là qu'on ne se rend pas compte de la qualité de l'élite du gouvernement à cette époque-là. La France a progressé sous le consulat comme peut-être jamais elle n'avait progressé avant, et comme, à mon sens, elle n'a jamais vraiment plus progressé. C'est-à-dire qu'on a structuré tout ça de façon très pérenne aussi. On le voit aujourd'hui, on marche sur Napoléon quotidiennement. Donc, en fait, comme toute chose dans la vie, une chose est acceptée parce qu'elle fonctionne. Or, ce qui est certain, c'est que premièrement, en ce moment, ce régime est à l'évidence assez disharmonieux relativement à ce qui se passe socialement. Et par ailleurs, ça fonctionne pas très bien. La crise des services publics, c'est ça aussi. Et donc, ça crée du mécontentement. Voilà. On en revient à cette crise des élites et à cette crise de régime. En tout cas, des élites, si je vous suis bien, qui sont pas à la hauteur de leur mission, qui ne parviennent plus à faire fonctionner le pays. Mais je parlerai pas d'élite parce que c'est un mot auquel je crois pas beaucoup. Mais je pense qu'effectivement, il y a un vrai problème dans la classe dirigeante. La responsabilité. En fait, je pense que plus important, c'est trop d'honneur à leur accorder de les. Bon, mais surtout, le problème, c'est la responsabilité. Et il y a un sentiment d'irresponsabilité, à mon avis. C'est-à-dire que rien ne fonctionne. Et en fait, c'est de la faute de personne. Vous voyez, c'est-à-dire que on a après des interviews du président de la République qui dit que son administration fait pas le travail.
c'est quand même aberrant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est des mouvements comme ça, on se rend pas compte. Les gens se renvoient la balle, les gens ne comprennent plus, je pense. On l'a vu notamment pendant la crise du Covid. L'émission touche presque à sa fin. Une dernière question pour tous les deux. D'abord, Michel Maffezoli, vous êtes optimiste. C'est la tribalisation heureuse. Est-ce que c'est pas la guerre du tous contre tous qui nous attend, au moins dans un premier temps? Non, je suis pas optimiste. Vous avez on me qualifie souvent comme tel. Je suis réaliste. Ouais. J'ai dit que j'étais disciple de saint Thomas d'Aquin et d'Aristote. C'est ça le réalisme, c'est-à-dire ce qui conjoint des choses opposées. Voilà. Vous êtes un professeur réaliste. On a trouvé votre qualification. Oui, si vous voulez, peu importe. Je suis émérite, tout simplement. Non, le vrai problème de fond, si vous voulez, pour moi, c'est que on continue à fonctionner, à penser et à s'organiser en fonction, encore une fois, d'une dialectique, thèse, antithèse, synthèse. On va dépasser le contraire en synthèse. Il y a une autre logique qui s'appelle une logique contradictorielle, où la tension est maintenue en tant que telle. L'image que je donne, c'est le tiers donné, pas le tiers exclu, le tiers donné. Pour moi, c'est ce qui est en jeu actuellement. L'image que je donne, c'est la voûte de la cathédrale gothique, c'est la tension des pierres les unes sur les autres qui assure sur la longue durée la tenue de cette voûte. Pour moi, c'est ce qui est en gestation actuellement. C'est-à-dire, les élites, moi je considère qu'il y a des élites, ceux qui ont le pouvoir de dire et de faire. Oui, il y en a, mais... Et en même temps, Vilfredo Pareto rappelait qu'à certains moments, il fallait qu'il y ait une circulation des élites. C'est ce qui est en jeu actuellement, une circulation des élites. Ça marche plus parce que ces élites restent sur une dialectique, alors qu'il va falloir arriver à penser, encore une fois, le contradictoriel, le fait que le contraire ne se dépasse pas en synthèse. Un mot de conclusion, Arthur Chevalier, la guerre du tous contre tous, c'est pour demain? Je pense pas, mais je pense en revanche qu'on a tendance à avoir toujours très peur des formes que prennent notre environnement qu'on ne connaît pas. Voilà. Oui. Mais en fait, les individus, l'anthropologie, c'est ce que je disais, en réalité construisent leur propre environnement et décident pour eux-mêmes non pas le bonheur, mais les conditions de leur existence. Et en général, ça s'avère beaucoup plus puissant que toute forme de décision politique. Voilà, ce sera le mot de la fin. C'était passionnant. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Dans toute vérité, je vous laisse avec les informations. Bon dimanche. En toute vérité sur Sud Radio, Alexandre Devecchio.